Et Monsieur Percebois, qui est professeur émérite à l'Université de Montpellier, qui dirige le Centre de recherche en économie et droit de l'énergie, le CREDEN, est aussi auteur avec Jean-Pierre Ansen de Énergie, économie au singulier et politique au pluriel. Bon, ça augure bien de l'idée qu'on peut avoir des politiques différentes. Là aussi, aux éditions de Buck, 830 pages. Hein. Je pense que c'est un ouvrage... Hein. Ça, c'est la deuxième édition qui date de 2015. C'est un ouvrage que vous aviez écrit en 2010, c'est ça? Ou 2011, la première édition. 2010. L'avant-propos étant de notre prix d'économie, notre prix Nobel d'économie Jean Tirole. Vous allez nous replanter le décor de ce qui se passe chez nous et ce qui se passe en Allemagne. Vous avez insisté quand vous m'avez expliqué un peu ce que vous alliez dire. Attention, il fallait faire la différence entre le mix énergétique et le mix électrique. Donc, pour notre auditoire et moi-même, pouvez-vous nous rappeler ces différences? Il ne faut pas tout confondre. Je rappelle que vous avez été, donc c'est des choses que vous connaissez parfaitement, présidente de la commission énergie 2050, c'est ça, ou 2020 2050, qui avait été mise en place par le gouvernement Fillon. Donc, vous voyez, il y a de l'actualité dans l'air. Et en fait, ce que j'ai compris que vous alliez nous raconter, et ça a été déjà amorcé par Thomas Porcher, c'est qu'il y a des vraies divergences. Pour faire une politique commune, va falloir discuter fort, et même après les discussions, on ne sait pas si ça va aboutir. Et vous, ce qui vous importe, c'est que l'on respecte justement le droit à la concurrence. Alors, avec ce qu'a dit notre intervenant précédent, vous aurez à débattre ensuite. C'est à vous, Monsieur Percebois, et vous avez quelques slides. J'avertis la technique. Bien, merci. Bonjour à tous. Oui, il ne faut pas confondre électricité et énergie. L'électricité n'est donc qu'un sous-ensemble de l'énergie. Alors, je crois que le premier point, il faut rappeler que, on l'a dit hier, à l'échelle mondiale, on commence par consommer essentiellement des énergies fossiles. On l'a dit 80%, et elles vont encore jouer un rôle demain, c'est-à-dire charbon, pétrole et gaz. Si aujourd'hui on se pose la question pourquoi faut-il éviter de recourir autant aux fossiles et notamment au charbon, c'est pas parce qu'elles s'épuisent, c'est plus le problème, c'est parce qu'elles polluent. Donc la préoccupation aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Donc pour cette raison-là, on veut sortir des énergies fossiles. Alors, je crois qu'il faut tout d'abord rappeler que dans tous les pays, la structure du mix énergétique, je parle de toutes les énergies, c'est un peu le produit de l'histoire et de la géographie. Les contraintes géologiques sont là. On a du pétrole sous les pieds, on a du gaz sous les pieds ou on n'en a pas. Mais les choix politiques peuvent interférer. Donc, pas perdre de vue qu'en France, par exemple, les décisions politiques ont joué un rôle important. Il faut deuxièmement rappeler que aujourd'hui, dans le cadre européen, je vais me limiter à quelques exemples dans l'Union européenne, je dirais la règle du jeu, c'est faites la politique énergétique que vous voulez, ce n'est pas de la compétence de la Commission européenne, ce n'est pas de la compétence des traités européens. Par contre, faites-la en respectant les principes de la concurrence. Donc, je dirais, la grande idée, c'est bien la libéralisation, la concurrence. Faites ce que vous voulez dans l'électricité, faites ce que vous voulez dans l'énergie. Bruxelles n'a pas à dire son mot là-dessus. En revanche, il faut respecter le principe de la concurrence. Il y a quand même quelques contraintes. Il faut développer les renouvelables, parce qu'il y a un consensus là-dessus, développer les interconnexions, bien évidemment, l'efficacité énergétique. Donc, et puis, évidemment, lutter contre le réchauffement climatique. Alors, il y a quelque chose qui est commun à tous les pays, c'est que tous les pays utilisent du pétrole, un peu de charbon, c'est variable, et du gaz. Et je dirais, dans le domaine du gaz, du pétrole et du charbon, les prix sont les mêmes pour tout le monde en Europe. Je parle, je dirais, dans l'Union européenne. Par contre, dans l'électricité, il y a une marge de manœuvre beaucoup plus grande. Alors, je voudrais rappeler quand même des ordres de grandeur. On ne va pas chipoter sur les chiffres parce que c'est des controverses entre spécialistes qui n'en finissent pas.
je raisonne en énergie finale, c'est-à-dire l'énergie vendue sur le marché. Pour faire simple, ne jamais perdre de vue... Monsieur Percebois passe très vite là-dessus, mais c'est très important, l'énergie finale. Il faut vraiment comprendre de quoi il s'agit. Hein. Oui, parce qu'en fait, chez les économistes, on distingue, pas seulement chez eux d'ailleurs, on distingue l'énergie primaire à l'entrée du système énergétique, et puis l'énergie finale, c'est celle qui est vendue. Entre les deux, il y a les rendements, hein, c'est Carnot, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a une grande perte dans la transformation. Vous ne consommez pas du pétrole brut, on transforme le pétrole brut en produit pétrolier. Quand on fait de l'électricité, on transforme du fuel en électricité, du gaz en électricité. Donc, il faut tenir compte des rendements. Donc, je parle bien de l'énergie finale. Donc, le premier secteur qui consomme, c'est le secteur domestique et tertiaire, les bâtiments. C'est important parce que si on veut faire des économies, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Le deuxième secteur, c'est le secteur des transports. Le troisième, c'est le secteur industriel, 20%. Ce qui n'est pas un très bon signal, d'ailleurs, ou ce n'est pas un très bon signe, parce que ça prouve que l'industrie n'a pas un très grand rôle. Hein. Bon, puis le reste, c'est l'agriculture pour l'essentiel. Quand on regarde par type de produit, par type d'énergie, la première énergie, ne l'oublions pas, ce sont les produits pétroliers. Ensuite, l'électricité, ensuite le gaz, et puis le bois, la biomasse. Donc c'est important de ne pas ramener ce qu'on a toujours tendance à faire, la politique énergétique, à une politique électrique. L'électricité, c'est important parce que c'est là que les États ont une marge de manœuvre. Mais ce n'est pas, je dirais, le seul domaine à prendre en considération. Alors si vous regardez, mais je ne veux pas m'appesantir trop longuement, si vous regardez la structure du bilan entre la France et l'Allemagne, vous voyez que tous ces pays, la France et l'Allemagne par exemple, utilisent tous les deux du pétrole, à peu près pour une même proportion, du gaz dans des proportions pas très différentes. Monsieur Percebois, il faut peut-être que vous nous disiez les chiffres, parce que je ne suis pas sûre que vous puissiez tous les lire. Vous les lisez bien, les chiffres moyens. Donc le pétrole, pour la France, c'est 35%, et pour l'Allemagne, non c'est l'inverse. Non, mais c'est l'ordre de grandeur. Si l'ordre de grandeur. 35... Je dirais, on va pas chipoter sur les chiffres. Hein. C'est l'ordre de grandeur. C'est la même chose. C'est à peu près la même chose. À peu près la même chose. Je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une grande différence dans le bilan énergétique globalement. Tout le monde consomme du pétrole importé au même prix, du gaz. Les proportions peuvent varier un peu. En revanche, si vous regardez la structure de la production d'électricité, c'est là où il y a une grande différence, pour une raison simple. C'est qu'en France, tout le pétrole est importé. Bon, en Allemagne, quasiment tout le pétrole est importé. Pareil pour le gaz. Pareil, alors le charbon, c'est pas vrai pour l'Allemagne. Mais la France importe tout son charbon. L'électricité, en revanche, on a une marge de manœuvre. Donc ça explique, par exemple, que dans le cas de la France, le nucléaire soit un peu plus des 3/4. La deuxième façon de faire de l'électricité en France, c'est l'hydraulique. 11 à 12%, ça dépend des années. Ensuite, on a un petit peu de charbon, un tout petit peu. On a 4 centrales à charbon, puis des centrales à gaz. Si vous regardez l'Allemagne, la première façon de faire de l'électricité en Allemagne, c'est le charbon aujourd'hui. Alors, les Allemands, parfois, dissocient le charbon avec le lignite. Bon, c'est à la limite de la bonne foi, parce que charbon, le lignite, c'est jamais que du mauvais charbon. Donc, si vous voulez, la marge de manœuvre, là, est beaucoup plus grande, parce que pour des raisons historiques, comme ils ont beaucoup de charbon, et surtout beaucoup de lignite, très bon marché, eh bien, ils utilisent beaucoup de charbon. Le nucléaire ne représente que 14% en Allemagne. Donc, on voit bien qu'il y a des divergences qui tiennent à une dimension historique. Alors, j'insiste sur le fait que l'État a joué un certain rôle, parce que, si je prends l'exemple français, après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait la reconstruction française sur la base du charbon, parce qu'on était en économie fermée, que c'était la seule ressource énergétique dont on disposait à grande échelle. Donc le charbon servait à tout. Il servait à faire l'électricité, il servait à se chauffer, il servait même à faire du gaz, puisqu'on appelait ça le gaz manufacturé. Hein. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, après, on a parlé de gaz naturel. Le gaz, il n'est pas plus naturel que le pétrole. On ne dit pas pétrole naturel. Alors pourquoi on dit gaz naturel? C'est pour le différencier du gaz manufacturé. Donc, on est passé dans les années 60 au gaz naturel, essentiellement importé. On avait un peu de gaz à Lac, mais maintenant, Lac, c'est fermé. Donc, le charbon servait à tout, mais ça ne suffisait pas. Donc, on a lancé un grand programme hydraulique, ce qui explique que la France dispose d'une capacité hydraulique importante. C'est encore aujourd'hui 11 à 12 ou 13%, ça dépend évidemment de la capacité hydraulique chaque année, mais on a beaucoup d'électricité hydraulique. Et puis, quand on a signé le traité de Rome en 1957, ouverture des marchés, concurrence au 1er janvier 1958, on s'est rendu compte que le charbon français était coûteux. D'ailleurs, il était subventionné. On parlait tout à l'heure de subventions dans le passé, mais le charbon américain rendu au port du Havre coûtait 50% moins cher que le charbon français rendu carreau des mines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donnait des subventions au charbon. Donc, en 1960, le gouvernement s'est rendu compte que si on continuait à
incité l'industrie à utiliser le charbon national coûteux au lieu d'utiliser le pétrole bon marché, qui à l'époque était, je dirais, extrêmement bon marché sur le marché international, on allait dans le mur. C'est la raison pour laquelle on a fait ce qu'on a appelé la régression des charbonnages. N'oublions pas le fameux discours de Jean-Marcel Jeannet au Sénat en juin 1960. Il faut faire la régression des charbons. Ça faisait 15 ans qu'on incitait les mineurs à produire. Puis d'un seul coup, on leur dit le charbon, c'est fini, on ferme. Alors, on a mis du temps à fermer, puisque la dernière mine fermée, c'est 2004, c'est la Houve. Hein. Donc, vous voyez, la fermeture a été lente. Mais elle était programmée. Et on est passé au pétrole. Et donc, EDF faisait l'électricité avec les centrales au fioul. Pas de chance, en 73, c'est le choc pétrolier. Donc, le gouvernement dit qu'il faut changer de cap pour la dépendance énergétique. Parce que, si vous voulez, on peut importer du pétrole, du gaz, du charbon, c'est pas gênant, ça se stocke. Mais l'électricité, ça se stocke pas, ce qui explique les grandes disparités au niveau des pays européens. Parce que chaque pays, en quelque sorte, produit son électricité. Il y a quelques échanges. Alors la France exporte, importe, ça dépend, je dirais, des pays. On importe plutôt d'Allemagne, on exporte dans le reste de l'Europe. Bon, on peut exporter un peu d'électricité, mais l'électricité, elle est d'abord nationale. C'est là que se joue la marge de manœuvre. Donc, au moment des chocs pétroliers, on a dit quelle est l'énergie qu'on peut utiliser maintenant pour être indépendant et produire son électricité. On ne va pas revenir au charbon. Le pétrole, il faut en sortir. L'hydraulique, il n'y a pas vraiment de site important. Et donc, la solution, c'est le nucléaire, d'autant qu'on avait une compétence. Avec une compétence, je ne veux pas rappeler l'historique. L'histoire du nucléaire mondial, c'est d'abord une histoire européenne. Les trois pays, c'est surtout la France, l'Angleterre et l'Allemagne qui sont à l'origine. D'ailleurs, l'unité qu'on utilise dans le domaine du nucléaire, c'est le Becquerel. C'est un scientifique français. Donc, ça montre bien que la France, au moins avant la Deuxième Guerre mondiale, était en pointe avec les Allemands et avec les Anglais dans ce domaine. Ensuite, c'est les Américains qui prendront le relais suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est passé au nucléaire à grande vitesse. C'était le fameux plan Mesmer. Alors, aujourd'hui, le débat, c'est est-ce qu'il faut en effet allonger la durée de vie ? Bon. Débat, je dirais, un peu sociétal. Vous avez cité le rapport, Jean-Marie Chevalier d'ailleurs était en commission, le rapport énergie 2050. Ce rapport énergie 2050, il était prudent. Le ministre à l'époque, c'est le gouvernement Fillon, c'était Éric Besson, qui était le ministre de l'Énergie. Les demandes, c'était, sur le plan économique, est-ce qu'il vaut mieux allonger la durée de vie des centrales, moyennant évidemment des investissements de jouvence? Est-ce qu'il faut passer rapidement à la troisième génération? Est-ce qu'il faut réduire de 50% la part du nucléaire? Ou est-ce qu'il faut sortir du nucléaire? Les conclusions économiques, je les caricature, c'était dans l'état actuel des choses, compte tenu des hypothèses que l'on fait pour le futur, la moins mauvaise solution, c'est d'allonger la durée de vie de 20 ans des centrales sous réserve que l'autorité de sûreté nucléaire donne son accord pour prolonger, qu'il n'y ait pas de problème de sûreté. On n'est pas compétent pour parler des problèmes de sûreté. Donc, le scénario à l'époque, c'était, la Cour des comptes d'ailleurs avait, je dirais, ratifié les chiffres, on s'appuyait beaucoup sur les chiffres de la Cour des comptes, c'était 55 milliards d'euros. EDF, depuis, les avait réduits en disant c'est plutôt 51,5. Bon, certains considèrent, il y a un nouveau rapport de la Cour des comptes qui dit au-delà d'un certain nombre d'années, ce sera un peu plus. Donc, il y a des débats entre économistes pour savoir si c'est 55, 51 ou même 90 ou 100, peu importe. L'idée, c'est que ça va coûter plus cher, mais je dirais c'est logique d'allonger la durée de vie des réacteurs. Alors évidemment, il y a des solutions alternatives, les renouvelables. Mais là, c'est pareil, on a eu le même problème et le choix politique a été déterminant. Quand on a voulu développer les renouvelables en Europe, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait? On fait de la recherche-développement? À ce rythme-là, ça ira pas assez vite. Donc on a mis en place ce qu'on a appelé des feed-in tarifs, c'est-à-dire des prix d'achat garantis. Donc, tous les États, la plupart des États ont fixé des prix d'achat garantis pour le solaire, pour l'éolien, à un niveau très élevé, en disant ça va booster en quelque sorte le développement de la filière. Mais les prix, bien évidemment, comme les prix étaient relativement rémunérateurs, le prix de référence du marché, lui, est beaucoup plus bas. Et la différence entre les deux, eh bien, est mutualisée sur l'ensemble des consommateurs. Dans votre facture d'électricité, il y a une petite ligne qui s'appelle CSPE. Et CSPE, contribution au service public de l'électricité. C'est comme ça qu'on subventionne les renouvelables. Le dernier rapport de la Cour des comptes a montré que si on fait l'addition de toutes les subventions entre 2014 et 2025, c'est 74 milliards d'euros. Donc vous voyez, quand je vous dis 55 milliards d'un côté et 74 de l'autre, on peut chipoter, donc on peut se renvoyer les arguments. Simplement, ce dont il faut être conscient, c'est que, en effet, les renouvelables, je dirais, ont de ce point de vue un avenir parce qu'elles sont décarbonées. Alors, il y a ceux qui disent on a à la fois besoin du nucléaire et des renouvelables parce que toutes les deux sont des énergies décarbonées. Ceux qui disent qu'il faut mieux mettre le curseur du côté des renouvelables. Ceux qui disent qu'il faut mieux le mettre du côté du nucléaire. Bon, je dirais ensuite, c'est un choix politique. Mais on voit bien que là, il y a une marge de manœuvre pour l'État. Alors, si vous regardez, je vais terminer par là, parce que je crois que je ne suis pas loin de...
Si vous regardez le cas de l'Angleterre, c'est intéressant l'Angleterre. L'Angleterre, c'est quasiment les 2/3, c'est un peu plus de 60%, pas les 2/3, 62%, c'est des fossiles. Ils font de l'électricité avec des fossiles, la moitié avec du charbon, la moitié avec du gaz, parce qu'ils ont du gaz. Hein. Et puis, le nucléaire, c'est le reste, hein, avec les renouvelables. Les renouvelables, alors je ne vois pas bien, en effet, on ne voit pas très bien, ça doit être 27%, et les autres, ça doit être 25%. Enfin bon, l'ordre de grandeur, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ils ont du fossile, parce qu'ils ont du gaz, parce qu'ils ont du charbon, qui est meilleur que le charbon français. Et donc, ils continuent à faire de l'électricité avec du charbon. Mais ils veulent sortir du charbon pour des raisons environnementales. Et comme le gaz, c'est plus en Angleterre, ils relancent le nucléaire. Donc aujourd'hui, on voit qu'en Europe, vous avez des pays comme l'Angleterre qui disent il faut s'appuyer sur les renouvelables, c'est indispensable. Mais en même temps, il faut relancer le nucléaire, parce qu'on a vieilles centrales et qu'on aura besoin du nucléaire demain. Donc le nucléaire est relancé en Angleterre. Et puis, pour le reste, il faut faire du gaz. Alors du gaz importé, parce que la grande donne, et on en a parlé hier, aujourd'hui, c'est le gaz de schiste aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la découverte, disons la mise en production plutôt du gaz de schiste permet d'avoir du gaz extrêmement bon marché. $2 le million de BTU, alors que nous, on est aux alentours de $6 le million de BTU. Hein. Donc c'est 3 fois moins cher. Conséquence, dans l'industrie, les industriels européens sont un peu plombés par rapport aux industriels américains. Deuxième conséquence, comme les Américains font maintenant beaucoup d'électricité avec du gaz, le prix de l'électricité aux États-Unis est plus bas, évidemment, beaucoup plus bas qu'en Europe. Si vous voulez, aux États-Unis, il faut savoir, parce qu'on l'oublie souvent, que les États-Unis ont beaucoup de charbon. Hein. D'ailleurs, M. Trump, il l'a rappelé quand même. Hein. Les États-Unis sont le premier pays en termes de réserve de charbon. Je dis bien en termes de réserve, pas en termes de production. Production, c'est la Chine, de loin, consommation, c'est la Chine. En termes de réserve prouvée de charbon. Réserve prouvée de charbon, premier pays, les États-Unis. Jusqu'en 2005, 50% de la production d'électricité aux États-Unis se faisait avec du charbon. Le gaz de schiste a détrôné le charbon de la production d'électricité. Donc la production d'électricité avec du charbon, aujourd'hui, c'est moins de 40%. Le gaz de schiste est monté. Le gaz est passé de 20 à un peu plus de 30% de la production d'électricité. Résultat des courses, le charbon américain qui ne trouve plus de débouchés aux États-Unis vient en Europe. Il est très bon marché. Et il chasse le gaz européen coûteux, qui est importé, de la production d'électricité. Ce qui explique qu'on est fermé, par exemple, y compris dans le reste de l'Europe, même en France, qu'on ait mis sous coco ou fermé des centrales à gaz relativement neuves pour laisser des centrales à charbon. C'est pour des raisons économiques qu'on fait de l'électricité avec du charbon. C'est parce que c'est moins cher que de le faire avec du gaz. Alors, il se trouve que le prix du gaz a baissé récemment parce que le prix du pétrole a chuté. Donc le résultat, c'est qu'on a aidé, ce qui est tout à fait logique d'aider les renouvelables, mais on s'est retrouvé aussi en surcapacité électrique. Donc les prix de l'électricité, on a le même problème avec l'électricité qu'avec le pétrole hier. Hier, on disait le prix du pétrole est bas, $46 le baril, hein, j'ai regardé, $48 le baril, c'est bas par rapport aux 147 de 2008, bon, ou même 100 il y a 4 ou 5 ans. Mais sur le marché de l'électricité, on a des prix également très bas, parce qu'on a trop d'électricité par rapport à la demande. C'est un problème d'offre et de demande. La demande n'est pas au rendez-vous. Elle est stagnante, demande d'électricité. Il y a une offre d'électricité importante parce que l'électricité thermique continue à produire, parce que le nucléaire continue à produire, et parce qu'il y a beaucoup de renouvelables. Il y en a tellement d'ailleurs qu'à certains moments, les prix chutent. Ils ont même été négatifs à certains moments. Alors, il se trouve que si vous regardez ce qui se passe depuis 15 jours, vous allez me dire, c'est pas ce que j'ai vu dans la presse. Alors, depuis 15 jours, il y a une situation particulière, mais c'est vraiment un épiphénomène. C'est parce qu'on a arrêté un certain nombre de centrales, notamment parce que l'autorité de sûreté nucléaire a demandé qu'on vérifie les générateurs de vapeur sur quelques centrales nucléaires. C'est pas la cuve qui est en cause, hein, c'est les générateurs de vapeur. Mais de faire des vérifications. Le résultat, c'est qu'on met des centrales à l'arrêt, les gens, qu'il y a un coup de froid, les gens ont peur que les prix s'envolent. Alors sur le marché de gros, ils se sont envolés. Le lundi 14, si vous regardez, ça s'est envolé. J'ai regardé les prix ce matin. On est à midi à peu près à 50 € le mégawattheure, c'est-à-dire 5 centimes d'euros le kilowattheure, et on sera à 60 ou 70 ce soir, ce qui n'a rien d'extraordinaire, parce que c'était les prix d'il y a quelques mois. Donc, si vous voulez, pour terminer, je dirais, n'oubliez pas que dans la facture d'électricité, alors je vais terminer sur l'électricité là-dessus, quand vous achetez de l'électricité, vous la payez en moyenne 16 centimes d'euros, il y a 3 tiers. Un tiers, c'est le coût de production de l'électricité, un tiers, c'est le coût des réseaux, il faut le transporter, distribuer, et un tiers, c'est les fameuses taxes. Alors, il y a la TVA, puis il y a les taxes qui subventionnent les renouvelables. Alors, je dirais en conclusion, aujourd'hui, en matière énergétique en Europe, il y a plusieurs idées. La première, c'est, en effet, il faut essayer de pénaliser l'énergie la plus polluante, c'est-à-dire le charbon. Et l'idéal, c'est une taxe carbone. Mais il n'y a pas de consensus. Alors, chaque pays fait sa petite politique. Il y a un marché du carbone, mais
pour les électriciens dont le prix est très bas, parce que là encore, on est en surcapacité. Et on y reviendra probablement. Et donc, l'idée, c'est qu'il faudrait une taxe carbone. Mais évidemment, les Allemands ne sont pas pour, parce qu'ils font beaucoup d'électricité avec du charbon. D'ailleurs, le ministre, M. Gabriel, l'a dit en Allemagne. Il a dit on ne peut pas sortir à la fois du charbon et du nucléaire. Alors, on sort du nucléaire, puis après, on verra pour le charbon. Hein. En substance, c'est à peu près ce qu'il a dit. La deuxième idée, c'est qu'il y a une marge de manœuvre au niveau des États. La France, qui n'a pas la chance d'avoir des ressources fossiles, la France avait historiquement une compétence dans le domaine du nucléaire. Donc, elle a utilisé cette compétence. Alors aujourd'hui, on peut en effet se poser la question de savoir quel est l'arbitrage entre le développement des renouvelables et le développement et le maintien du nucléaire, en sachant que le nucléaire, il a des atouts, il a des inconvénients au niveau, je dirais, de la peur, de la sûreté, des questions de gestion des déchets que personne ne doit sous-estimer. Mais en même temps, les renouvelables ont un handicap important, c'est l'intermittence. Alors évidemment, il peut y avoir des révolutions technologiques. Les révolutions technologiques, c'est par exemple le stockage à grande échelle. Mais certains rétorquent, rassurez-vous, dans le nucléaire aussi, il y a des révolutions technologiques. Les réacteurs actuels sont beaucoup plus performants que les réacteurs anciens. Et puis, il y a des perspectives de nouveaux réacteurs. Je pense que M. Gaucher en parlera cet après-midi. Merci. Merci.